un facteur à prendre en considération et il faut utiliser les lois immigration. Alors la réponse à ça a été de dire les difficultés, il faut que l'on les établisse concrètement. Il ne suffit pas de le dire, il faut le montrer. Il n'y avait pas l'ombre d'une preuve ou d'un commencement de preuve. Donc la Cour n'est pas aveugle, elle ne va pas dire ah oui, oui. Non, si vous estimez que ça va effectivement poser de nombreuses difficultés en empêchant, eh bien il faut montrer quelles sont ces difficultés. Lorsque vous dites qu'il y a une menace dans le pays, eh bien cette menace doit être établie. Or, dans ce cas-là, il y en a d'autres aussi qui sont peut-être plus nuancées, rien n'était établi. Et qu'est-ce que la Cour alors elle a dit dans cette affaire-là? Elle a dit l'article 3 est absolu, mais dans son application d'un droit absolu, elle a demandé à la Tunisie des assurances. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Elle a demandé des assurances. Vous nous dites que à l'Italie, il constitue une menace. Mais nous voyons que si on l'envoie en Tunisie, il va être soumis à des traitements humains dégradants et à la torture. Donc, on demande à vous, la Tunisie, de nous donner des assurances que ce ne sera pas le cas. Et ça, c'est alors la technique que la Cour emploie dans ces situations où il y a une obligation, effectivement, de respecter l'interdit de la torture. Mais pour être concret, pour être pragmatique, si vous voulez, que l'État où la personne doit aller nous dise quoi, qu'elle nous donne des assurances. Alors ça prend la forme d'assurance diplomatique, c'est un peu technique, mais qu'il y ait ces assurances, qu'on nous donne ces assurances. Et bien dans ce cas samedi, la Cour a dit très clairement que si elle pouvait admettre que si les assurances diplomatiques données par les autorités permettent d'écarter le risque de torture, eh bien la question aurait pu être examinée autrement. Donc, oui, c'est un droit absolu. Mais est-ce que le risque est réel quand il est envoyé dans le pays? Il y a une autre affaire qui concerne la Belgique, et là c'est un peu plus compliqué encore, parce que c'est l'affaire Trabelsi, peut-être que vous l'avez entendu parler, parce que c'est un terroriste. Là, c'est pas quelqu'un qui a été soupçonné, ça c'est vraiment quelqu'un qui a été poursuivi et condamné en Belgique pour terrorisme. Et les États-Unis demandaient d'extrader. Or, les États-Unis, vous savez, ils ont non seulement la peine de mort, mais des peines incompressibles. Alors ils disaient, on ne peut pas me renvoyer aux États-Unis parce que je vais être soumis à une peine incompressible. Qu'est-ce que c'est une peine incompressible? Dans la jurisprudence de la Cour, ce n'est pas simplement une peine perpétuelle. Une peine incompressible a un sens bien précis. C'est une peine pour laquelle il n'y a absolument aucune possibilité d'élargissement, quel qu'il soit. Donc il n'y a aucun examen. La personne est condamnée à 20, 30 ou 40 ans d'âge. Eh bien, ce sera jusqu'à la fin sans qu'il n'y ait aucun réexamen en cours de route. Ça, la Cour a dit dans des arrêts que une peine incompressible, de jure et de facto constituait un traitement inhumain et dégradant. Parce que, je dirais, la justification là derrière, c'est que dans tout être humain, aussi vil soit-il, aussi épouvantable soit-il, il faut quand même garder un droit à l'espoir. Et le droit à l'espoir, c'est pas qu'il soit libéré, c'est qu'il y a un réexamen à faire, c'est tout, puis on verra la solution. Et donc dans cette affaire-là, je reconnais que c'est la plus délicate, parce qu'il y a 2 jours, je parlais de cette affaire Trabelsi avec d'autres personnes qui disent, ça Trabelsi, la Cour est allée trop loin. Là, pour les peines incompressibles, la Cour est allée trop loin. La Cour a demandé des assurances aux États-Unis. La Cour a demandé des assurances aux États-Unis pour savoir si cette personne allait être soumise à une peine incompressible. On n'a reçu aucune réponse. Bon, voilà pour les droits absolus. Alors les droits relatifs, enfin, j'aime pas cette expression. Tous les autres droits de la Convention, ce sont des droits qui peuvent soit faire l'objet de limitations, de restrictions, d'exception, c'est l'article sur la liberté et la sûreté, c'est l'article sur le droit au procès équitable, et puis dans d'autres droits, il va y avoir des ingérences de l'État. Je vais prendre quelques exemples, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Pour tous ces droits dans lesquels des exceptions, des limitations, des restrictions sont possibles, pour tous ces droits, comme la vie privée, la liberté d'expression, la liberté d'association, dans lesquels les ingérences de l'État sont possibles, à certaines conditions, bien entendu. Ce n'est pas simplement de dire non, il faut des conditions, ça doit être scrupuleusement examiné. Mais pour tous ces droits, il y a dans le texte de la Convention une petite disposition dont on ne parle pas trop, ce que la France a bien employé tout récemment, c'est que l'on peut demander de déroger à ces droits. Il y a une disposition, l'article 15, qui dit ce qui reconnaît au gouvernement la faculté, dans des circonstances exceptionnelles, de demander de déroger de manière temporaire, limitée et contrôlée à certains droits. Et qu'est-ce que c'est cette idée du droit de la faculté de dérogation? C'est pour éviter, il y a des conditions qui doivent être prises qui doivent être respectées pour éviter évidemment les abus. Cette dérogation, c'est en cas de danger public qui menace la vie de la nation. S'il y a un danger public qui menace la vie de la nation, on peut évidemment dire que le terrorisme
eh bien l'État peut demander, non pas de violer les droits de l'homme, l'État peut demander qu'il soit pendant une période limitée possible de déroger à certains droits fondamentaux. L'article 5 sur la liberté et la sûreté, l'article 6 sur le procès équitable, pas les droits absolus. Alors la France l'a fait. La France l'a fait tout récemment. Ils ont informé le secrétaire général du Conseil de l'Europe d'un certain nombre de mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence instauré à la suite des attentats terroristes, et ils ont demandé la dérogation. Mais lorsqu'on demande la dérogation, d'abord, ce n'est pas un permis de violer. Ça serait absurde. La dérogation, c'est de manière limitée, contrôlée et temporaire une dérogation possible. Alors la France l'a fait, et j'ai envie de dire, je suis contente qu'elle l'ait faite, parce que cette disposition existe, et pour finir, depuis que la Cour existe, il y a eu très peu de demandes de dérogation. La Tchétchénie, par exemple, j'évoquais la question des terrorismes dans les pays du Caucase, qui est une situation qui est d'une gravité extrême. Là, la Russie n'a rien demandé du tout. Elle a préféré violer en silence que demander une dérogation. Il y a quelque chose de plus net si on demande une dérogation. Ok, ça sera contrôlé, on dira que ça ne peut pas être à l'infini. Donc, c'est prendre en compte l'idée qu'il y a une mesure exceptionnelle qui se justifie. Or, ces dérogations sont très très peu utilisées. Alors, si je prends le droit à la liberté et à la sûreté, de nouveau dire c'est un droit où effectivement il faut toute une série de garanties qui entourent la privation de liberté, de dire que ça empêche les mesures terroristes. Il y a un arrêt tout récent contre le Royaume-Uni où effectivement c'était des terroristes, c'est l'arrêt Serre contre le Royaume-Uni, tu as vu, c'est le 20 octobre 2015. Sur des arrêts récents, c'est des Pakistanais qui ont été en Angleterre arrêtés lors d'une opération antiterroriste. Ils ont été inculpés, ils n'ont jamais été jugés, ils sont retournés au Pakistan et ils disaient que les audiences auxquelles ils avaient assisté, on leur a caché certaines informations et que certaines de ces audiences ont été faites à huis clos, ce qui a empêché un contrôle. Bien, dans cet arrêt, qu'on l'aime ou non, moi j'avoue, cet arrêt, j'ai un peu des difficultés, pour d'autres raisons. Mais dans cet arrêt, de dire que la Cour n'a aucune idée, ou en tout cas est tout à fait aveugle aux nécessités de la lutte contre le terrorisme, ce n'est pas vrai du tout, parce que la Cour a dit qu'il n'y avait pas de violation du droit à la liberté et à la sûreté, elle a constaté ça, mais elle ne l'a pas dit avec une carte blanche, elle ne l'a pas dit de manière abstraite, elle l'a dit de manière concrète. D'abord, l'attentat était imminent, il y a eu des enquêtes extrêmement bien menées, les difficultés étaient vraiment grandes pour la police, et, ça c'est toujours l'élément essentiel, il y avait des garanties dans la législation qui a été mise en place, il y avait des garanties contre le risque d'arbitraire et elles étaient suffisantes. Donc la Cour elle va dire ok, dans certains cas ok, mais elle ne va jamais donner de blanc-seing, elle ne va pas donner une carte blanche, ça serait contraire à sa mission, puisque sa mission c'est de contrôler. Donc elle va dire ok, il y a certains cas qui sont... Mais il faut alors que vous répondiez à une série de critères, à une série de conditions, montrer que c'est imminent, montrer que les difficultés sont excessives, montrer que les enquêtes ont été faites et qu'il y a des garanties qui compensent c'est toujours cet ensemble qui doit être pris en compte. Le procès équitable, je prends un exemple, le procès équitable, évidemment, ça se pose énormément en matière de terrorisme, vous pensez bien. Le droit aussi devant les tribunaux, c'est ça le procès équitable. Le droit à avoir un procès devant un tribunal indépendant et impartial, ça peut être des juridictions spécialisées en terrorisme, pour autant que ce soit des tribunaux indépendants et impartials. Mais les témoignages anonymes, les techniques d'infiltration, les indicateurs, les techniques de recherche, enfin, tout cet arsenal que l'on connaît par cœur en matière de procédure pénale joue évidemment un rôle très très important en matière d'actes de terrorisme. Et il faut voir comment, par rapport à tout ça, c'est peut-être le point essentiel, c'est que pour toutes ces mesures nécessaires, sans doute pour affiner les enquêtes, doivent se faire sous le contrôle d'un juge. Ça, c'est un point central. Parce que toutes ces mesures portent en elles-mêmes le risque évidemment d'abus absolu. Quand on dit l'État policier, je n'ai pas l'expression, mais c'est quand même un peu ça. La police n'est pas un juge, elle fait son boulot, mais elle doit être contrôlée, et les bons policiers, c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Parce qu'il faut quand même protéger les gens contre le risque des abus. Il y a eu une affaire qui a fait grand bruit, je ne sais pas si vous avez entendu, l'affaire de ce fameux prêcheur à Londres, Abou Qatada. Il s'appelle Othman. Enfin, son nom musulman, c'est Abou Qatada. C'était un prêcheur, ça l'est toujours d'ailleurs. C'est un prêcheur qui se trouve à Londres, un prêcheur musulman, sulfureux, totalement sulfureux, j'en suis totalement d'accord. Alors, l'Angleterre voulait l'expulser, il a fait valoir que c'était des traitements inhumains et dégradants, et sur ce terrain-là, il n'a pas eu raison. Sur ce terrain-là, la Cour a dit non, vous ne risquez pas des traitements inhumains et dégradants si on vous renvoie, parce que précisément la Cour avait eu des assurances diplomatiques
diplomatique que dans ces relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la Jordanie, eh bien là, il y avait des assurances. Mais en revanche, la Cour a dit, comme les juridictions anglaises, que si on le renvoyait là-bas, il ne bénéficierait pas d'un procès équitable. En d'autres termes, il serait soumis à la torture pour donner les noms d'autres, et dès lors, il y aurait ce que la Cour appelait un délit flagrant de justice. Donc, elle a écarté le traitement inhumain et dégradant, mais elle dit on ne peut pas l'envoyer parce qu'on ne peut pas accepter non plus que des procès soient construits avec des déclarations faites sous la torture. Alors, ce qu'on retombe sur la question de la torture, qui est évidemment le point central. Voilà, le temps avance, donc je ne vais plus être très loin. Il y avait encore un arrêt belge aussi, tout récent, où effectivement la Cour a dit qu'il fallait écarter les témoignages qui avaient été recueillis au Maroc sur base de la torture. Donc, c'est plus nuancé que... Ah oui, encore un dernier, parce que ça c'est un arrêt tout récent, on est le 20, aujourd'hui 21. C'est un arrêt du 13 septembre 2016. Ça va faire du bruit parce que c'est la restriction temporaire à l'accès d'un avocat. Lorsqu'on est devant un tribunal, l'accès à l'avocat, c'est quand même un peu l'AVC. C'est un arrêt de nouveau, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Je ne le cache pas, je suis réservé sur cet arrêt. Il y a une opinion dissidente, parce que dans la Cour, on doit faire des opinions dissidentes. Donc lorsqu'on n'est pas d'accord, lorsqu'on ne suit pas la majorité, je ne vais pas vous mener dans son coin, mais il faut l'écrire. Il faut l'écrire et il faut expliquer pourquoi. Il y a des opinions dissidentes dans cet arrêt. Mais c'est un arrêt qui s'appelle Ibrahim et autres contre le Royaume-Uni, Grande Chambre, 13 septembre 2016. La Cour a accepté qu'il y avait des restrictions temporaires à l'accès d'un avocat et il a donné toute une série de critères pour lesquels, dans cette situation, on pouvait l'accepter. Dans lesquels on pouvait l'accepter, notamment la vulnérabilité des personnes. Je ne sais pas les critères sur les autres, je les ai ici, mais je ne vais pas... Donc elle a donné les critères. De nouveau, ce n'est pas une sorte d'autorisation d'alco. C'est pas cash, c'est pas voilà, non, oui, non, dans telle et telle situation. Et c'est pour ça que toutes ces affirmations comme ça qui sont oui, à l'emporte-pièce, je n'ai pas dit autre chose, c'est irritant parce qu'au final, on n'arrive pas au cœur des choses, on n'arrive pas au cœur de la situation. Et chacun s'en va avec les mêmes positions qu'il avait au début, et c'est vraiment un débat sans issue, donc c'est ça qui est surprise. Voilà, je vais en rester là parce qu'il y a alors aussi des droits relatifs sur la vie privée et familiale. Lorsqu'on parle de la vie privée et familiale, toute la question en matière de terrorisme, c'est le renseignement. Le renseignement, évidemment, ça c'est la question gigantesque, mais ça peut passer en 2 minutes. Mais lorsqu'il y a le droit à la vie privée et familiale, la manière dont la Cour va examiner ça, parce que c'est le texte qui le dit, c'est dire, bon, il y a une ingérence de l'État. L'État, lorsqu'on se renseigne sur vous par des moyens technologiques que l'on a évidemment aujourd'hui, eh bien, il faut, pour que ce soit légitime, il faut que ce soit prévu par la loi. Il ne s'agit pas que ce soit le policier ou même le juge d'instruction. Non, il faut que ce soit prévu par la loi, c'est ça le contrôle démocratique. Que ça poursuit un but légitime, c'est pas simplement parce que tout compte fait, ça nous arrange de faire comme ça. Non, il faut un but légitime qui est inscrit expressis verbis, et ça doit être une atteinte à la sécurité nationale, et puis que la mesure prise soit la seule mesure possible. Ça, c'est un contrôle très classique, but légitime, d'abord prévu par la loi. On ne peut pas restreindre les droits des personnes, parce que moi, je trouve que tout compte fait, voilà, ça va. Non, la loi doit le faire. Il faut un but légitime, et les droits de l'homme vont dire, le but légitime, ça peut être la réputation, la sécurité nationale, les droits des autres, et là, il faut l'établir, et puis que la réponse soit proportionnée. On ne va pas tuer avec une mouche, on ne va pas employer un chat pour tuer une mouche. Il faut que la réaction soit proportionnée, qu'il n'y ait pas d'autres voies moins attentatoires, que si on doit violer, que si on doit porter atteinte à un droit, il faut qu'il y ait des mesures compensatoires. Ça, c'est le raisonnement. Voilà, ça c'est le raisonnement, mais sur lequel je peux vous donner beaucoup d'exemples. Il est 7h moins 1, donc on va s'arrêter, tout simplement. On va s'arrêter, puisqu'on avait dit qu'on s'arrêtait à 7h, mais 7h50 secondes. Je ne vais pas conclure, simplement, voilà, non, je crois qu'il n'y a pas vraiment de conclusion à donner à ça. Est-ce que c'est une utopie, peut-être il y a un beau livre sur la constitution de l'Europe d'Avermas, que tu connais sûrement, tu connais tout. Il parle de ce qu'il appelle l'utopie réaliste des droits de l'homme. Ça, c'est l'utopie réaliste, c'est un peu un oxymore, évidemment. Mais il dit de l'utopie réaliste des droits de l'homme. Et il dit, c'est ça. Il dit la vocation des droits de l'homme, eh bien, c'est la résistance à l'arbitraire, à l'oppression, à l'humiliation. C'est là que... Donc c'est une utopie d'un côté, mais c'est une utopie réaliste. Elle est réaliste parce qu'elle se trouve maintenant dans les textes. Elle se trouve dans les textes, dans la Convention des droits de l'homme, dans les constitutions. Donc voilà,
Et ce que je trouve bien, parce que parler de l'utopie réaliste, c'est parce que d'un côté, un idéalisme qui n'engage à rien, ça n'engage à rien, effectivement, et d'autre part, la posture cynique des prétendus réalistes, ça n'arrive à rien non plus. Donc, moi, ces deux postures, je ne les aime pas. Et donc, parler d'une utopie, l'utopie, qu'est-ce que c'est? L'utopie, c'est simplement le droit de penser l'avenir, c'est ça. C'est ça, au fond, l'utopie. C'est le 500e anniversaire de Thomas More, hein, l'utopie. Oui, maintenant, au moment où on parle, c'est encore en 2016, 1516, 2016, voilà, alors on peut parler de ça. Bien, merci beaucoup. Maintenant, il est 7 heures.